Depuis 1989, des centaines d'acteurs du débat public sont venus échanger avec des étudiants et un public toujours plus large. Année après année, tous ceux qui ont participé à la Cité de la Réussite ont modestement essayé d'apporter leur pierre au débat citoyen. Partager des connaissances, s'intéresser, s'étonner, questionner, apprendre et comprendre les autres. Telles sont les valeurs simples que nous avons essayé de promouvoir depuis 3 décennies. Apprivoiser le temps en le retenant pour thème, voilà qui s'est imposé à la Cité. 200 temporalités vont s'entrechoquer pour fusionner en 2 jours intenses de débats portant sur l'éternel fugueur, ponctué d'échanges avec le public. Malgré cette chorégraphie d'idées rythmée par 50 débats, l'expérience humaine laisse penser que ces 2 jours ne dérogeront pas à la règle qui étreint nos vies. Les mots, les questions, les accords, les rebonds, les doutes, les échanges, les désaccords et les rires seront trop vite emportés. Le défi de la désormais plus que trentenaire Cité de la Réussite ne sera pas de retenir le temps, mais d'y créer ce que l'on retient. Et bâtir quelque chose ensemble. On est engagé parce que vivre, c'est choisir. Ça veut dire prendre des risques. La réussite ou le succès, c'est une succession d'échecs qu'on surmonte, qu'on contourne. Il faut apprendre à apprendre. J'ai un rêve d'élever l'humanité par la danse. Quelle est l'œuvre d'art qui a pu transformer les gens autant que, je ne sais pas quoi, les 35 heures ou la retraite? Si ce n'était plus la solution McDonald's qui triomphait. Manger la même chose, penser la même chose dans tous les domaines, ça c'est le contraire de la cohésion. Cette mondialisation est au contraire une grande source de diversité. Je crois aux intelligences collectives. On fait partie d'une unité qui s'appelle l'humanité. Je pense qu'on manque plutôt de tolérance, souvent. On peut respecter quelqu'un qu'on n'aime pas, on ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. La France doit comprendre qu'elle est multiple et que la différence est une chance. Chacun sait qu'il constitue un maillon et que si ce maillon faiblit, tout s'écroule. La lâcheté générale à l'égard de la responsabilité politique. Mais l'idée, c'est d'installer que les hommes politiques sont complètement déconnectés des réalités. Nous sommes entrés dans un nouveau siècle et déjà, il est en danger. L'expérience, c'est une lanterne qu'on a dans le dos et qui éclaire le chemin parcouru. La lutte contre l'incertitude, c'est ça notre destin. L'avenir va être absolument passionnant. Je veux vous remercier d'abord d'être présente et présent ce matin pour cet échange. On va donc parler d'eau, pas qu'un peu. C'est vrai que pitcher cette problématique à la fois de la place, du rôle et de la relation aux mers et aux océans, c'est à la fois assez facile et très complexe parce que ça recouvre une multitude de réalités. Et avant d'accueillir, j'allais dire, officiellement les 2 intervenants qui vont en parler beaucoup mieux que moi, puisque je suis un simple observateur de la transition écologique et je suis, disons, un acteur qui observe et qui commente. Mais il me semblait intéressant de commencer cela par quelques idées reçues, puisque c'est le sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières années, et qu'elles sont un poison absolument féroce de nos sociétés
numérisé, connecté, interconnecté, mondialisé, n'est-ce pas? En venant, je me disais, en fait, finalement, c'est assez facile d'en trouver. Qu'est-ce qu'on y peut, nous, à la pollution, finalement, des océans? Pas grand-chose, hein. C'est les entreprises, finalement, qui font tout. Puis c'est aux politiques de décider. Et en fait, c'est pas parce que j'achète une tenue en polyester que je vais, moi, tout seul, polluer les océans. Il y a un continent de plastique, écoutez, c'est un continent de plus, au moins il est tout en même temps. On mange une carte bleue de plastique chaque semaine, c'est ça c'est des trucs d'écolo. Et puis on en passe, bien sûr. Puis de toute façon, les océans, les mers, c'est immense. Ça ne va pas changer la face de l'histoire s'il y a un petit peu de pollution là-dedans, hein. Les poissons mangeront tout ça. Bon voilà, ce poison-là me semble intéressant parce que, puisque finalement nous sommes à la fois des citoyens, des êtres humains, mais aussi des administrés, des électeurs, on voit bien que ça peut quand même un petit peu peser. Et même si tout cela est mondialisé et que c'est un peu la faute de la Chine, hein, nous, c'est comme le climat, on pèse quoi, 1% en France, donc on ne peut rien changer. En réalité, nous savons bien qu'il y a des moteurs géopolitiques qui peuvent permettre quand même de faire avancer un certain nombre de choses. Et donc, d'être ici et d'accueillir Sabine Roux de Bézieux, vous êtes présidente de la Fondation Damer, bonjour, merci d'être avec nous. Et Laurent Balesta, photographe naturaliste, plongeur, biologiste marin, bonjour Laurent. De vous accueillir tous les deux ce matin en présence de personnes attentives, sans doute intéressées, intéressantes. Et puis je pense aussi au panel d'étudiants qui ont travaillé sur le sujet avec cette belle initiative de se saisir de problèmes et aussi de solutions. Eh bien, ça va nous mener à un échange qui va sans doute être absolument passionnant et peut-être passionné aussi, mais c'est ce qui va faire sa vigueur. Ce que je vous propose, avec un tout petit peu de disruption dans l'ordre que j'avais prévu, c'est, Laurent, de commencer par vous laisser la parole, ou du moins le temps de cette séquence, puisque vous êtes venu avec un petit peu de matière et vous vouliez la partager. Donc voilà, c'est à vous. Peut-être prendre votre micro si ça ne vous ennuie pas, parce que je crois que c'est enregistré ou filmé. Ça passe presque sans micro. Bonjour à tous. Si on peut éteindre les lumières et envoyer les images. Oui, j'ai l'impression, mais peut-être que c'est qu'une impression, qu'on est un peu là pour parler dans les questions qui nous ont été soumises. Il y avait un peu cette idée, c'est moi qui le traduis de manière grossière, qu'est-ce qu'on peut faire de l'océan, ou qu'est-ce qu'on peut en attendre pour nous aider, quoi. Voilà. Comme si c'était le joker et comme si on ne l'avait pas déjà bien utilisé. Alors je me suis dit qu'avant de parler de ce qu'on pouvait encore en espérer, il fallait aussi se rendre compte de ce qu'il était, de ce qu'il recelait, et en particulier ce qu'il recèle encore d'inconnu, quoi. Et alors, il n'y a pas besoin forcément d'aller très loin pour se rendre compte. Moi je suis méditerranéen, ça s'entend un peu. Alors, je ne viens pas de la côte d'Azur, je viens de l'autre côte, la pauvre, la mal aimée. Le golfe du Lion, vous voyez, avec ces eaux qui ne sont pas forcément toujours très accueillantes, ces eaux troubles dont je me suis beaucoup plaint quand j'étais gamin, mais sans me rendre compte qu'elles étaient surtout magiques. Et qu'en plus, là où peut-être les couleurs n'étaient pas extraordinaires, il n'y avait pas des raimentas et des poissons clowns partout, ça a été surtout pour moi une chance énorme, parce que ça a été une formidable école pour éduquer un œil naturaliste. C'est plus difficile d'aller repérer le petit syngnathe, et puis ça a été une école aussi formidable pour apprendre à mettre en lumière, à valoriser un patrimoine aussi modeste soit-il. Alors je conçois que c'est pas toujours très accueillant, hein, voilà, ça, on peut peut-être pas avoir envie, mais il y avait plus important que l'accueil, ou que c'était cet univers vierge. C'est-à-dire que là où je plongeais, j'avais l'impression que même Cousteau n'y était pas encore allé. Alors c'était fascinant, et vraiment je crois que mon métier s'est forgé là-dessus, sur cette chance de ne pas être né au bon endroit pour la plongée, quoi, en quelque sorte. Et du coup, j'observais évidemment tous ces animaux, mais aussi ce qu'ils sont et ce qu'ils font. Vous voyez, là, en train de la prédation, de la reproduction. Et finalement, 20 ans plus tard,
lors des expéditions beaucoup plus lointaines, c'était aussi des histoires de reproduction et de prédation. Nous étions là en Polynésie française, dans l'atoll de Fakarava, dans ce chenal où se rassemblent des milliers et des milliers de mérous. On les a comptés, 18 000 mérous qui sont là. Quand on sait que ces animaux, le reste de l'année, sont solitaires, donc du coup forcément ça crée un peu de tension, ils se battent du matin au soir, ils n'arrêtent pas, là ils ne sont pas en train de se faire des bisous, c'est vraiment des affrontements permanents jusqu'au jour, ça dure plusieurs semaines, jusqu'au jour où les femelles sont comme ça avec ce ventre prêt à exploser, les mâles changent de couleur, ils prennent le costume gris des affaires sérieuses, ils ne lâchent plus les femelles qui ont même cet anthropomorphisme jusqu'au nombril comme ça là, extraverti. Et jusqu'au moment où ces femelles bondissent à la verticale, pondent leurs œufs et s'ensuit toute une flopée de mâles opportunistes qui essaient de féconder les œufs. Cette montée en puissance des poissons, c'est moins d'une seconde, hein. C'est une rafale d'images et à la fin de cette demi-heure dans l'année, voilà, des nuages d'œufs fécondés un peu partout dans la passe. La veille, ils étaient 18 000, le lendemain, plus un seul. Rendez-vous l'année prochaine. Et c'est ce que nous avons fait nous aussi, parce que ce spectacle était fascinant. Alors avec mes camarades, on est retournés, pas seulement pour cette fameuse demi-heure, même si c'était ça le Graal, mais aussi parce que pendant ce séjour, on a découvert ce qui se passait la nuit. Je vous ai montré le jour avec ces mérous qui se battent et la nuit, au moment où ils pourraient se reposer, ben non, ils sont malheureusement, ils subissent les attaques d'une horde sans précédent, la plus grande concentration au monde de requins gris, 700 dans cette passe, on les a comptés aussi, qui se métamorphosent complètement au sens propre du terme, c'est à peine si on reconnaît leur morphologie. Et la seule solution pour ces pauvres mérous, c'est se planquer, hein, de bien rester caché, ou en tout cas de ne pas bouger, ça peut suffire, sauf que c'est difficile de ne pas bouger dans une telle ambiance. Au moindre mouvement, en tout cas, les requins encerclent la proie, la prennent en étau, ce qui nous a permis de faire la démonstration qu'il y avait vraiment des chasses collectives, ces animaux que l'on dit frénétiques, barbares, enfin bref, primitifs. En fait, il y a une vraie organisation au moment de ces chasses qui s'arrête au moment de la prise. Il n'y a pas de partage des proies comme chez les loups. Une fois que la prise est faite, là, c'est du chacun pour soi, avec l'idée de tout de suite s'enfuir pour échapper à ses propres congénères. Donc ça ensuit du coup ces espèces de tornades de requins où au final quand même les trois quarts se rembredouillent. Pour faire toutes ces images, il a fallu s'habituer quand même à être avec eux. Au début, c'était pas évident parce que c'était inédit. Ces chasses naturelles, j'insiste, hein, 99% des photos de requins sont non naturelles, hein, qu'on voit partout. Voilà. Ça, c'est bien des chasses naturelles. Mais le vrai secret de tout ça, c'est le temps qu'on a passé à faire tout ça. C'est 3000 heures à faire tous les jours avec mes camarades la même plongée. Tous les jours, pendant 5 ans, du point A au point B. L'aventure fructueuse, c'est souvent juste refaire des routines ailleurs. Et ça, c'était l'une des expéditions Gombessa. Alors, ça s'appelle Gombessa, pourquoi? J'espère que vous allez apprécier ces effets spéciaux extraordinaires. Et voilà, Gombessa, c'est lui, c'est le sélacanthe. C'est le nom local du sélacanthe qui a donné le nom à toutes mes expéditions. Le sélacanthe, c'est un poisson mythique. C'est la plus grande découverte zoologique du XXe siècle. On le croyait disparu depuis 65 millions d'années. Quand il est réapparu en 1938 dans les mailles d'un filet de pêcheur en Afrique du Sud, et puis il a livré ses secrets au compte-gouttes, hein, puisque le deuxième c'est en 52, la première fois qu'il est vu sous l'eau par un sous-marin c'est en 85, enfin, tout ça vient tout doucement. Et on a eu la chance d'être les premiers plongeurs à aller le photographier et le filmer dans son univers propre. Alors je ne sais pas s'il a fallu du coup attendre 65 millions d'années ou s'il a fallu attendre 1 minute 30. Parce que c'est 1 minute 30 qui nous sépare de cette photo-là à celle-là, vous voyez, juste en dessous, tout près de sa grotte, 120 mètres plus bas. Comme quoi la chose difficile, et puis ça c'est premier jour, première plongée, il était là. Comme quoi la chose difficile, c'était pas de trouver ce poisson mythique, c'était juste d'atteindre son univers. Et puis quel univers, hein, pour se représenter ce que c'est 120 mètres, il faudrait rajouter 5 écrans au-dessus à peu près, vous voyez, de la même hauteur, et là on verrait ce que c'est une colonne de 120 mètres d'eau. Alors que finalement à l'horizontale, hein, c'est à peine un peu plus qu'un terrain de foot, quoi.
Mais à la verticale, avec cette épaisseur, ce poids de l'eau, ça change tout. Et puis quel animal, hein, 2 mètres, 100 kilos, qui était là le long de ses parois à nous attendre. Très calme, hein, puisque le jour, il est plutôt au repos. Donc ça nous a permis d'aller apprécier tous les détails de son anatomie étrange. Ses écailles épaisses, hein, n'oublions pas que ses derniers parents vivaient au temps des dinosaures marins. Ça valait le coup d'être cuirassé. Et on n'était pas là pour l'admirer, on était là quand même pour l'étudier avec du matériel qu'on avait designé, qu'on a baptisé ça la caméra girafe. C'était une double caméra stéréoscopique guidée par des rayons laser avec le but de modéliser en 3 dimensions le mouvement des nageoires de cet animal mythique parce que cet animal, je ne l'ai pas dit au début, porte en lui les traces de la transition du monde aquatique au monde terrestre chez les vertébrés. À l'intérieur de ces nageoires pédonculées, vous voyez que les rayons de la nageoire ne sont pas collés au corps, il y a cette espèce de petit moignon. Eh bien, un paléontologue vous montrerait aisément, dans une salle à disséquer comme ça serait parfait, un tibia, un péroné, un fémur, toute l'amorce de nos propres os sont déjà là à l'état d'amorce. Voilà. Tout ça a aussi, on peut y voir là un privilège, je le mesure, le privilège d'avoir été avec lui, mais c'est aussi d'énormes contraintes, parce que c'est une diva, ce Coelacanth, c'est-à-dire que les rendez-vous sont de courte durée, vous voyez, il n'est pas toujours au rendez-vous, et ça coûte cher. Alors, pas forcément financièrement, quoique, mes sponsors ne diraient pas ça, mais surtout en engagement humain. Là, vous voyez le caméraman qui est avec moi, c'est le premier jour, on ne sait pas si on va le revoir. Il est resté 4 minutes de plus que moi. Ça lui a coûté 1 heure de décompression de plus. Nous restions jusqu'à 34 minutes au fond, ce qui nous coûtait plus de 5h15 de remontée, 6 heures dans l'eau, pour cette petite demi-heure avec cet animal de légende. Voilà ce que ça coûte d'aller faire ces incursions à ces grandes profondeurs. Avec ce paradoxe que là, on est pendu juste sous la surface. On peut même nous voir du ciel, vous voyez, en transparence. Sauf qu'on n'est pas à 5 mètres de la surface, on est à 5 heures de la surface. Et c'est un certain engagement, évidemment avec une interdiction physiologique de crever la surface. Et il n'y a rien à voir, hein. D'ailleurs même les petits poissons s'ennuient et viennent s'agréger autour de nous. On est dans le désert océanique, hein. Il n'y a absolument rien. On attire les petits, du coup forcément on attire les plus gros, voilà, qui ont en plus toutes les raisons du monde d'en vouloir au genre humain, hein. Vous voyez sa mâchoire complètement abîmée par de vieux hameçons de longue line. Donc autant ne pas tourner autour du pot, nous prenions pour des héros, hein. Je dirais même qu'on caressait de près l'étoffe des héros, du moins avant la plongée, hein. Après la plongée c'est déjà moins glorieux, et oui, forcément c'est long, c'est très long, et puis il y a un peu de casse, de la casse matérielle et seulement matérielle au sein de mon équipe, et je m'en réjouis. Mais on sait pourquoi on faisait tout ça. Voilà, c'était pour un face-à-face inoubliable avec une légende vivante. Et il n'y a même pas eu cette frustration de voilà, le rêve est accompli. Parce que finalement, ça a été un ambassadeur pour nous amener dans la zone mésophotique, cet écosystème où ne règne qu'1% de la lumière, qui est très riche en biodiversité et qui est très peu exploré. On connaît mieux les abysses, les plaines abyssales à 3000 ou 4000 mètres. On connaît bien le bord de mer. Et finalement, cette zone-là, elle a été beaucoup négligée. Et pourtant, alors, ce Coelacanth nous a donné de la motivation et puis une certaine confiance dans mes sponsors pour qu'on puisse continuer. Et alors, on a dit, on continue avec le plus difficile. On est allé faire la même chose en Antarctique, c'est-à-dire dans de l'eau 30 degrés plus froide. Nous étions à 28 avec le Coelacanth et nous passons à moins 1,8, presque moins 2 en Antarctique. L'accueil est chaleureux, ça, c'est vrai. Mais alors les difficultés sont même avant d'être dans l'eau, ne serait-ce que rentrer dans l'eau. Faire un trou est dérisoire, c'est 24 heures de travail avec des outils monstrueux pour faire un trou dans ces banquises. Donc le plus simple, on a vite compris, c'est de suivre les guides. Et les guides, c'est les phoques de Weddell, qui eux connaissent les passages sûrs pour glisser là-dessous. Même les plus jeunes sont les meilleurs guides. Ils n'ont pas peur. On n'est pas en Arctique où il y a dans leur gène même la chasse imprégnée et qui fait qu'ils craignent l'homme. En Antarctique, c'est le dernier continent où ça ne s'est pas inscrit dans les gènes du monde sauvage de craindre l'homme. Donc du coup, ils sont assez curieux. On les suit pour rejoindre le fond marin. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de dire j'ai marché sous la glace, hein. C'est bien d'aller voir ce qui se passe là-bas au fond, parce qu'il y a des univers incroyables.
des couleurs insensées. On est dans un continent blanc, hein, et c'est faux. C'est un des continents les plus colorés qui soit, finalement, si on regarde dessous, et avec une biodiversité incroyable. On est dans le plus grand désert du monde, hein, c'est moins de 10 espèces hors de l'eau. Dans le Sahara, c'est des centaines d'espèces, hein. Donc le vrai désert, il est là-bas. Sous l'eau, c'est déjà plus de 9000 espèces, rien qu'en Terre Adélie. Une profusion même, hein, avec des formes tropicales ou des formes qui n'appartiennent qu'à ces hautes latitudes, des poissons très bizarres, le dragon de Shackleton, peut-être à cause de la barbiche, le dragon de Cousteau, peut-être à cause du bonnet rouge. Bon, c'est moi qui l'ai baptisé comme ça. Mais pourquoi? Parce que personne n'a été capable de me donner le nom de ce poisson. Pour vous dire à quel point l'illustration naturaliste dans ces latitudes reste à faire. C'est pas un travail de plus, c'est vraiment un travail de base. Et puis, ne croyez pas que c'est qu'un bestiaire d'animaux. C'est une diversité d'espèces, c'est une diversité d'écosystèmes qu'on pourrait croire appartenir aux régions tropicales. Voilà. Sauf qu'elles s'épanouissent au-delà de 70 mètres, à des températures extrêmement froides, avec des taux de croissance hallucinants. Cette éponge qui fait 50 cm de haut a peut-être 1000 ans. Et c'est des adaptations extrêmes qui, en quelque sorte, ont ruiné leur potentiel d'adaptation. C'est pour ça que ces régions-là sont les plus sensibles au changement climatique. Quand on est capable de s'adapter à -2, on n'est plus capable de s'adapter à -1. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que, précisément, pour parler des hippocampes de l'étang de Thau chez moi, ils passent d'une eau... Ça m'est déjà arrivé de plonger dans l'étang de Thau à côté de Montpellier pour voir mes chers hippocampes, dans de l'eau à 1 degré. Je me souviens, c'était un jour de Noël. Un jour de Noël, 1 degré. C'était aussi froid qu'en Sibérie ou dans les régions polaires. Et de plonger au mois d'août dans de l'eau à 30 degrés. Voilà. Ces animaux sont capables de supporter ça. Dans ces régions polaires où il y a eu une adaptation extraordinaire à des conditions tellement difficiles, il n'y a plus d'adaptabilité. Et c'est là où... Voilà. Alors, ces plongées profondes, comme c'est pas parce qu'il fait froid qu'on va être affranchi de la décompression, donc il faut remonter et faire de longs paliers, bien plus douloureux parce que 30 degrés est plus froid, mais dans des décors qui font oublier cette fois-ci, finalement, je préfère le froid à l'ennui. Et là, il y avait des choses à voir, que ce soit les bactéries qui colorent ces glaces pluriannuelles ou... privilège absolu, la face cachée d'un iceberg avec mes petits camarades microscopiques. Voilà, ils méritaient qu'on les voit un peu mieux. En fait, il aura peut-être fallu tout ça, là, ces plongées très froides, ces plongées très profondes, ces plongées très longues avec les mérous et tout ça. On a plongé jusqu'à 24 heures d'affilée, sans sortir de l'eau. Pour arriver à se retrouver en 2019, là, on est à 140 mètres, au large du Cap Taïa. On n'est pas très loin de Saint-Tropez. Et pourtant, moi, j'avais l'impression d'être surtout sur une autre planète. Et ça fait 5 heures qu'on est au fond. Alors, si vous avez retenu ce que j'ai dit avec le Coelacanth, ça veut dire qu'il va falloir 5 jours pour sortir. Évidemment, ce n'est pas possible. Alors là, la solution, c'était la station spatiale. Si le problème, c'est de remonter, la solution, c'est de ne plus remonter. Ou en tout cas, de faire croire au corps qu'on ne remonte plus. Donc, de rejoindre ce petit ascenseur pressurisé, bien fermer la porte, hein, c'est très important de fermer la porte au moment où on remonte. Et on peut remonter là en 1 minute. Hop, on remonte, on est connecté à un caisson de vie qui lui aussi est pressurisé. Donc finalement, le corps est toujours à la pression de 120 mètres ou de 140 mètres, comme c'était le cas. Cet habitacle, il est tout simple, hein, un module de vie, un module sanitaire, tout ça c'est mobile, c'est immobile en surface. Et puis la tourelle qui est juste l'ascenseur qui nous relie entre les grandes profondeurs. L'avantage, c'est que du coup, on peut être itinérant. On n'est pas bloqué dans le fantasme de la maison sous la mer qui, au final, ne sert à rien, puisque est-ce que vous croyez qu'un explorateur rêve d'une maison? Vous voyez, c'est le comble. Voilà. Alors la maison sous la mer, ça a eu son charme à une époque, mais au final, à quoi sert? À part cultiver son jardin, quoi, vous voyez. Alors que là, c'est itinérant. Là, c'est le camping-car pressurisé, c'est le Volkswagen pour voyager, c'est tout ce que vous voulez. Et donc voilà comment le 1er juillet 2019, on est parti. Vous pouvez voir qu'une folle ambiance règne à l'intérieur. On a conscience que dedans, ça va être un peu difficile. 5 mètres carrés pour 4. Voilà, on a inventé le confinement avant l'heure.
Et donc nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est attendre que cette barge soit positionnée à la verticale du site. Et une fois qu'elle est ainsi positionnée, on n'a plus qu'à passer d'un module à l'autre, enfiler nos combinaisons. C'est la seule chose qu'on peut mettre d'ailleurs, parce que c'est tellement étroit qu'on ne peut pas mettre nos scaphandres. Nos scaphandres, ils nous attendent sous la tourelle, dans ce panier rouge, avec cet exercice assez traumatisant de ne pas s'équiper hors de l'eau, de s'équiper dans l'eau à 120 mètres, une fois que la porte s'ouvre toute seule, d'ailleurs cette fois-ci, puisque la pression est la même. Et puis enfin être libre de partir, explorer de vastes territoires qui ont l'air complètement vierges, en tout cas qui ont pour certains jamais vu de plongeurs, alors qu'on est à Nice, alors qu'on est à Monaco, alors qu'on est à Marseille. Voilà. Alors être libre, ça ne veut pas dire être léger. On est même carrément chargé. Hein, voilà. Mais alors pourquoi tout ça, hein, toutes ces contraintes, tous ces risques que l'on cultive, évidemment, parce que ça nous valorise. C'est parce qu'évidemment, il y a quelque chose à voir. Et il y a en particulier en Méditerranée un écosystème tout à fait particulier qu'on appelle les récifs coralligènes, que j'aime appeler par abus de langage les récifs coralliens de la Méditerranée, parce que d'un point de vue fonctionnel, d'un point de vue structural, c'est la même chose, c'est-à-dire des êtres vivants qui construisent eux-mêmes leur biotope, qui construisent de la roche biologique. Alors et à la limite, ces récifs coralligènes, sous les tropiques, ce ne sont que des coraux. Là, c'est une multitude d'invertébrés, des algues calcaires, des mollusques avec leurs coquilles, des vers marins, enfin tout un panel comme ça de constructeurs qui ne serait rien s'ils n'étaient pas en permanence opposés à des destructeurs, des éponges qui vont faire fondre le calcaire, parce que c'est ce bras de fer constructeur-destructeur qui engendre un système vraiment riche, chaotique, alvéolaire, et qui accueille la troisième catégorie, les squatteurs, les profiteurs, et qui font la diversité des récifs coralligènes profonds de Méditerranée. Et tout à coup, la contemplation recommence. On est à nouveau un plongeur débutant. On est même à nouveau un enfant où la chose la plus banale devient extraordinaire. On s'y croit à ces profondeurs-là. On a l'impression d'arpenter des endroits vierges de toute présence humaine. Malheureusement, ça ne dure jamais très longtemps, parce que rapidement, forcément, on croise des choses qui nous rappellent aussi à une autre réalité qui n'est pas très loin, qui est 100 mètres plus haut. Et tout ça, c'est aussi la Méditerranée, hein, et la Méditerranée française. Tout ça, ça existe. Et en plus, je ne suis pas en train de dénoncer des grands méchants, là. Ça, c'est le résultat des meilleures stations d'épuration d'Europe. Vous voyez ? Donc il ne faudrait pas croire quand même qu'à la sortie d'une station d'épuration de haute technologie, ce soit de l'eau d'évian qui sorte. Vous voyez ? Il y a une différence entre l'eau traitée, ça reste de l'eau usée. Voilà. Et on mise, et on a raison, puisque de toute façon on n'a pas d'autre solution, on mise sur le pouvoir de dilution. Sauf que ce pouvoir de dilution, hein, on le sait, aujourd'hui la planète n'est pas infinie. Voilà. Voilà, ça c'est des expériences d'une autre époque. C'est pas des décharges clandestines, c'est une opération officielle des années 70. Voilà, c'était censé faire des récifs artificiels. 50 ans plus tard, vous voyez, le récif artificiel, hein, était très efficace. Ça, c'est à l'intérieur d'une aire marine protégée. Parce qu'il faudrait aussi qu'on arrête de croire qu'une aire marine protégée, c'est une espèce d'aquarium vitré où tout va bien dedans. Non, une aire marine protégée, c'est au mieux des gens qui surveillent et au pire des gens qui ont décidé que c'était une aire marine protégée. Voilà. Voilà. Mais ça, c'était important de le montrer. Mais vous comprenez bien que moi, je ne fais pas ce métier pour ça. Je n'ai jamais fait ce métier-là pour dénoncer, témoigner. Je fais ce métier-là parce que je m'y crois. Parce que j'ai l'impression d'être un explorateur, de découvrir des choses, des univers entiers. Que ces récifs coralligènes dont on parle un peu dans la littérature, ils sont eux aussi très variés. Un jour, ce terme sera désuet parce que ça représente des écosystèmes trop différents, comme ces pinacles jaunes, comme ces forêts blanches de corail noir. Et pour une fois, nous avions le temps de prendre le temps de rester dedans. Là où je comptais chaque minute, tout à coup, je passais des heures jusqu'à ce que ce soit le froid, finalement, qui me fasse sortir de l'eau. Et là aussi, comme avec le sélacanthe, la chose difficile, c'était pas d'atteindre toutes ces créatures, c'était juste d'être dans leur univers. Et ensuite, elles sont là, que ce soit la morue cuivrée, qui n'a jamais été photographiée, le crabe Ferrari, l'uranoscope avec son profil comme ça dans le sable, et puis au-delà des espèces un peu comme ça bizarres, insolites,
exotiques tout en étant à 2 pas de chez soi. Il y a aussi tous ceux que l'on connaît ou que l'on croit connaître et dont on a oublié les tailles de géants qu'ils peuvent atteindre. Parce qu'il y a bien longtemps qu'on n'a jamais laissé un homard atteindre cette taille-là, ou un congre dépasser les 2 mètres, ou une baudroie dépasser les 60 kilos. Là, je parle baudroie parce que je suis méditerranéen, peut-être qu'ici on dit plutôt la lotte. Hein, et plus exactement la queue de l'hôte. À Rungis, c'est juste la queue de l'hôte. La tête, tout ça est resté sur le bateau. Et encore une fois, là aussi, c'est des animaux qui vivent, c'est-à-dire ce calamar veiné, on les a vus se reproduire. Quel privilège quand on sait que ces animaux ne se reproduisent qu'une seule fois dans leur vie et meurent juste après. Et nous étions là grâce à ces moyens incroyables de plonger. Donc un grand privilège, bien sûr, avec ces contraintes. Une contrainte de contraste. C'était des contrastes très durs à vivre. On dit qu'on n'en finit pas de découvrir ses limites. Le plus dur, c'est surtout ces changements d'extrême. On passait d'une chaleur suffocante dans l'enceinte d'acier à un froid glacial dû à l'hélium que l'on respirait. On passait d'un sentiment des fois de claustrophobie à l'intérieur à des sentiments de vertige ou de peur de se perdre dans ces espaces, puisque là, le seul salut, c'est quand même la petite capsule jaune au bout là-bas. On passait d'une inaction abrutissante à l'intérieur à tout à coup une exaltation et la sensation que tout nous était permis. Vous voyez, on passait d'une paranoïa à l'intérieur parce qu'on est sous le contrôle de la surface à tout à coup des sensations de liberté absolue. Et l'autre paradoxe peut-être, c'est aussi ce sentiment de solitude au fond. Que mes camarades n'aimeraient pas entendre parce qu'ils savent à combien ils ont dû être solidaires eux en surface pour permettre à nous qu'on soit au fond. Mais finalement le paradoxe ou le contraste le plus intéressant de tout ça et pour revenir au tout début de ce que l'on sait des océans, c'est que plus on explore, plus on mesure surtout l'étendue de notre ignorance. Moi j'ai jamais mesuré autant l'étendue de mon ignorance que depuis que chaque fois qu'on va un peu plus loin. Quelle est l'origine de ces mystérieux anneaux du Cap Corse, voilà. Mais tout ça, mesurer à quel point on ne sait rien, c'est pas un problème. C'est une incroyable opportunité. Parce que pour moi, je pense qu'il n'y a rien de plus inspirant que l'inconnu, que les mystères. Et je crois même aux vertus en termes d'obtenir le respect. J'en ai assez d'entendre cette histoire de la beauté du monde. Voilà, il faut montrer la beauté du monde et donc du coup on va l'aimer et donc on va le respecter. S'il suffisait de faire des belles photos d'animaux pour les sauver, il y a longtemps que, hein, je veux dire, on les a tous photographiés sur Terre. Est-ce qu'ils sont moins en danger? Je ne crois pas. Est-ce qu'il faut montrer les horreurs pour faire révolter les gens? On en voit des horreurs, on ne veut pas les voir au final. Donc ça nous révolte intense. Voilà. Alors je me demande s'il ne faut pas miser sur une dernière catégorie, plus que la beauté, plus que les horreurs. Essayer, alors c'est plus compliqué, de montrer les mystères. De montrer avec des images ou avec des écrits à quel point tout ça nous échappe. À quel point cet océan qui nous fascine, il nous fascine surtout parce qu'il nous échappe, parce qu'il est plus grand que nous. Et peut-être qu'il y a là une source plus durable de respect pour le milieu. Il ne faut pas avoir peur de l'inconnu. Je trouve que c'est plutôt inspirant, que ça fait du bien dans nos sociétés confortables de mesurer l'inconnu, de mesurer ce qui nous dépasse et surtout de comprendre que ça ne doit pas nous faire peur. Ça. Ce qui doit nous faire peur, c'est que tout ça vienne à disparaître surtout. Voilà. Merci pour votre attention. Voilà. Merci Laurent Balesta. Avant de me tourner vers vous, Sabine Roux-de-Bézieux, j'ai 2 mini-questions. Laurent, et si vous pouviez avoir la gentillesse d'y répondre disons, de manière assez synthétique, ce serait adorable, ça nous permettra de rester à peu près dans le conducteur. Je vais moins parler maintenant. C'est évidemment, comme à chaque fois, saisissant. Vous avez cette capacité, pour vous avoir déjà croisé ici ou là, à raconter des histoires et à montrer que ce soit beau ou laid, finalement, cette espèce de sublimation par l'image, par la situation, par le récit. Mais
J'ai deux questions. La première, c'est à quoi ça sert tout ça? Qu'est-ce que c'est vous, votre moteur? Qu'est-ce que vous croyez profondément? C'est ce que j'ai essayé de dire. C'est-à-dire que moi, vous m'entendrez jamais dire que je fais tout ça pour témoigner de l'état du monde ou pour alerter. Il y a peut-être même un énorme malentendu, hein, d'ailleurs. C'est-à-dire que je fais tout ça par goût de l'exploration, par goût de la nature sauvage, un peu par goût de l'aventure aussi, voilà, d'aller chercher ses limites avec ses camarades. Voilà. Quand j'étais petit, je jouais à Cousteau, je continue, quoi. Voilà. Et alors évidemment, quand on vieillit, on a envie que tout ça prenne du sens. On me dit que tout ça peut avoir du sens. Il se trouve que ça doit être vrai quand même. J'ai de l'argent public pour faire tout ça. Je n'ai pas que des sponsors qui cherchent des belles images, vous voyez. Donc c'est bien que ça doit avoir un peu de sens, parce que derrière tout ça, là je vous raconte une belle histoire, vous l'avez dit, mais il y a de la recherche, hein, de la recherche fondamentale, des publications régulières. Même le Coelacanth, qui date de 2013, fait encore l'objet de publications sur les données qu'on a récoltées aujourd'hui. Donc il y a quand même, c'est accompagné de recherche à chaque fois. Je ne sais pas à quoi ça sert. Ça sert encore une fois à la connaissance. Et il ne peut pas y avoir de progrès, il ne peut pas y avoir d'idées géniales d'ingénieurs sans qu'il y ait d'abord de la connaissance. Bon, voilà, c'est qu'une contribution. Deuxième petite question, comme prévu. L'urgence écologique dans laquelle on est, juste pour se rappeler les choses, parce que l'écologie, ça a un sens, les mots. Hein. L'écologie, c'est quand même les interactions entre les êtres vivants dans un écosystème, l'équilibre, l'harmonie. Et c'est pas juste un projet politique ou je ne sais quelle idée dont on pourrait s'en faire. On part quand même de cette, oui, la différence entre un écologue et un écologiste. On est bien d'accord. Oui. Bon. Aujourd'hui, cette urgence, on voit bien que c'est un enjeu majeur de concerner les gens. Les concerner. Là, vous allez au contact de cette réalité, donc de cette biodiversité extraordinaire, de ces curiosités, de ces drames aussi qu'on voit. Donc vous êtes en contact avec ça et donc vous êtes sans doute concerné. Comment est-ce que vous imaginez qu'on pourrait utiliser, ou qu'on le fait peut-être d'ailleurs déjà, ce travail, ces recherches, pour vraiment concerner les gens? Parce que je pense qu'il y a un souci avec les océans, on a le même souci avec l'énergie, avec les déchets, avec la pollution, et tout ce qui s'ensuit, et d'ailleurs la chute de la biodiversité, c'est de réaliser et d'être dans une réalité, d'être au contact. Quand il y a une canicule, d'un seul coup, les gens disent « Ah oui, c'est vrai, c'est le réchauffement climatique. » Mais là, ça y est, c'est déjà oublié. Mais ça va revenir dans 2 semaines, mais pour l'instant, c'est oublié. On est câblé comme ça, hein, c'est notre cerveau qui est câblé comme ça. Qu'est-ce qu'il peut faire, selon vous, avec maintenant le recul que vous avez, qu'on pourrait arriver à concerner davantage les gens sur le travail, sur tout ce qu'on voit là? La question, soit on est un grand philosophe et on peut vous répondre sur le fond. Moi, je peux vous répondre que sur des aspects très concrets. Avec ce que l'on a fait en Polynésie française sur les méraux et les requins, on a fait changer la réglementation en Polynésie. La période de reproduction est respectée, le nombre de plongeurs y est limité. Voilà, c'est des choses très, très petites, hein, très insignifiantes, mais très concrètes. C'est vous qui avez permis de faire comprendre cela. Voilà. Et, ça n'avait pas été étudié, ça n'avait pas été chiffré. Et très vite, la direction de l'environnement en Polynésie m'a demandé quelles pourraient être les mesures pour réguler un peu mieux ce site et le faire durer. Parce qu'il faut bien comprendre que cette reproduction des mérous, pour prendre ce cas-là, avait lieu à une époque dans tous les grands atolls des Tuamotu. Elle a lieu aujourd'hui que dans très peu. Il y a plus de 50 atolls dans les Tuamotu. Aujourd'hui, il y a peut-être 1, 2, peut-être 3 atolls où ça a lieu. Les autres, ça n'a plus lieu. Et pourtant, les anciens vous racontent qu'ils pêchaient des centaines et des centaines de mérous à une certaine période de l'année. Donc voilà, c'est des petites contributions comme ça. Sur le dernier projet dont je n'ai pas parlé là, juste évoqué, ce mystère des anneaux du Cap Corse, on pourrait croire qu'on est dans la recherche purement fondamentale. Est-ce que ça va sauver le monde de comprendre l'origine de ces anneaux géants posés au fond de la mer? Peut-être pas. Sauf que, à cause de la valeur patrimoniale unique au monde de ces anneaux, qu'on est en train d'élucider, qui fera l'objet d'un film et de plein de choses d'ici 2023-2024, eh ben, l'OFB, l'Office français de la biodiversité, la préfecture maritime, le parc marin du Cap Corse veulent créer une aire marine protégée renforcée
sur cette zone, qui serait d'ailleurs la première aire marine protégée offshore. Et ils le font sur la base de toute cette documentation qu'on leur ramène. Alors voilà comment je me justifie de mon plaisir d'explorer, comment j'y donne du sens. Voilà. Je ne vous cache pas, c'est peut-être provocateur que j'en ai pas besoin, c'est pas mon moteur. Mais si, peut-être pour regarder mes enfants dans les yeux, c'est mieux que papa parte pour aller créer une aire marine protégée que juste pour aller faire des belles photos avec ses copains. Merci Laurent. On va avoir d'autres questions à vous poser tout à l'heure. C'est les étudiants qui vont s'y coller. Sabine Roux-Bézieux, donc vous êtes présidente de la Fondation de la mer. Vous pouvez nous dire peut-être en quelques mots ce qu'est cette Fondation de la mer, quels sont ses grands objectifs peut-être pour commencer? Oui, bien sûr. Donc, la Fondation de la mer, c'est la fondation de tous ceux qui aiment la mer, donc probablement tous ceux qui sont présents dans cette salle, qui nous regardent à distance. Elle a été créée par le monde maritime, des passionnés de mer, qui se sont dit que finalement c'était notre plus beau patrimoine. Je vous rappelle que la France, c'est 550 000 km² de terre, mais c'est plus de 10 millions de km² d'espace maritime sur tous les océans de la planète. On est le seul pays au monde sur lequel le soleil ne se couche jamais. On est présent dans le Pacifique, dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique, nord et sud. Et donc, cette fondation a pour mission de rassembler tous ceux qui veulent agir pour l'océan. Donc, des navigateurs, des scientifiques, des entreprises, des chercheurs. Et elle agit de plusieurs manières. D'abord, elle monte des programmes quand c'est nécessaire. Donc, par exemple, soutenir les jeunes doctorants qui s'engagent à comprendre mieux l'océan. Et il y en a sûrement des nombreux qui travaillent sur les programmes de Laurent Balesta. Participer à la réflexion, à interroger les candidats à la présidentielle, c'est ce que nous avons fait cet hiver, sur leur programme mer. Et là, on a été extrêmement déçus. La plupart n'avaient même pas pensé la mer comme un sujet politique. Réfléchir et interroger le gouvernement sur des sujets aussi importants que les fonds marins. Nous avons sorti début mois de juin une étude qui fait date aujourd'hui déjà sur la question des fonds marins. Donc nous montons toute une série de programmes et d'outils spécifiques. Et puis la principale mission de la Fondation de la mer, c'est de venir en soutien à ceux qui mènent des projets à forte valeur ajoutée. Alors nous avons un conseil scientifique avec les meilleurs scientifiques français dans tous les domaines de la science et nous sélectionnons parmi les milliers de projets qui nous sont présentés ceux qui sont les plus pertinents. C'est ainsi qu'on soutient un projet d'une association qui est animée par Laurent, qui permet de lutter contre les arrachages de Posidonie en mer Méditerranée. Vous voyez, il y a beaucoup de bateaux qui ancrent leurs bateaux, qui jettent leur ancre en Méditerranée et qui arrachent les Posidonies, qui sont ces forêts d'algues, ces herbiers sous-marins qui sont des espaces de biodiversité absolument incroyables, qui permettent à la faune marine de se nourrir, de se reproduire, d'y habiter. Et la Posidonie méditerranéenne a été extrêmement abîmée, détruite à plus d'un tiers aujourd'hui, par notamment les ancrages marins. Donc, voilà, donc typiquement, nous, notre conseil scientifique nous aide à identifier les enjeux les plus critiques pour l'océan et pour la vie marine, et ensuite d'aller identifier les acteurs opérationnels qui agissent de la façon la plus respectueuse et la plus efficace sur ces écosystèmes marins. Donc on le fait sur les récifs coralliens, les récifs coralligènes, les Posidonies, les herbiers, les mangroves, etc. Et évidemment, mer Méditerranée, Atlantique, et puis dans le monde entier, puisque la France est présente dans le monde entier. Et juste pour continuer sur ce sujet-là, on a un programme qui s'appelle SOS Corail, c'est une plateforme de crowdfunding qui est abondée par l'État. Donc évidemment, les montants sont très importants et nous avons besoin des soutiens publics pour compléter les dons privés. Et sur ce système, on a mis 3 ans à le monter avec le ministère de l'Outre-mer et le ministère de la Transition écologique. Chaque fois qu'un privé met 1 euro sur la plateforme SOS Corail, l'État rajoute 1 euro. Donc c'est extrêmement efficace, vous pouvez l'imaginer. Un autre exemple d'approche collaborative de la Fondation de la mer, c'est le site internet qui s'appelle ingestepourlamer.org, qui rassemble 250 associations partout en France qui organisent des collectes de déchets.
Ça a été un petit peu évoqué tout à l'heure. Hein, la pollution plastique dans l'océan, c'est absolument terrible. Il y a une étude qui dit que 94% des oiseaux marins, alors plus particulièrement les fulmars boréales, ont du plastique dans leur estomac. 94%. Voilà. Et 86% des tortues marines. Donc, c'est pas uniquement un fantasme que la faune marine est infectée par le plastique, c'est une réalité. Dans les idées reçues que vous évoquiez tout à l'heure, Valère, il y a l'idée comme quoi on pourrait aller ramasser le plastique en mer. Alors, je profite d'avoir un public averti pour dire que ce n'est pas possible de ramasser le plastique en mer. On peut le ramasser sur le littoral avant qu'il parte de façon massive en mer ou dans des zones d'hyperconcentration comme la photo qui a été montrée tout à l'heure, mais on ne peut pas ramasser le plastique en mer. Pour vous donner d'une ordre de grandeur, l'association qui est très connue, qui lance des projets de ramassage en mer, ramasse sa meilleure journée de ramassage en mer, c'était 1000 tonnes en 24 heures. Sachant que toutes les minutes, il y a 18 tonnes qui sont déversées en mer. Vous voyez le nombre de jours qu'il faudrait pour aller ramasser ce qui est en mer. Il faut oublier ce système, il faut oublier cela. Il faut en revanche lutter contre la pollution plastique à terre. C'est ce que nous faisons avec Un geste pour la mer. Donc là, vous pouvez agir en participant à des collectes vous-même, à côté de chez vous. Il y en a partout en France pour lutter contre la pollution plastique. On s'interroge, je reviens là-dessus, c'est vrai que chaque fois qu'on entend des chiffres, ou qu'on voit des choses, des témoignages, là on parle de cet écosystème océan et mer, ben on est plein à se dire, mais moi j'aimerais bien faire quelque chose. Alors vous venez de dire, il y avait cette plateforme, c'est SOS Corail je crois, et puis Un geste pour la mer.org notamment que vous venez de citer. Donc là, on vient en soutien, que ce soit opérationnellement sur des littoraux ou financièrement, c'est évidemment très efficace. Au-delà, qu'est-ce qu'on peut faire dans sa vie de tous les jours pour essayer, sinon de réparer, mais peut-être de prévenir un peu plus? Qu'est-ce qui compte vraiment? L'océan, c'est la victime et la solution de tous les problèmes que nous rencontrons aujourd'hui. La victime, vous connaissez les chiffres, je ne vais pas revenir dessus. Pourquoi c'est la solution? Ça, c'est plus intéressant. D'abord, l'océan, c'est le régulateur du climat. Or, on sait bien que la crise climatique, c'est le principal problème que rencontre l'humanité aujourd'hui. L'océan, c'est le régulateur du climat parce qu'il émet la moitié de l'oxygène de la planète, plus que toutes les forêts réunies. Donc, chaque fois qu'on plante un arbre, on ferait mieux d'aller s'occuper, alors c'est très bien, il faut planter un arbre, mais il faut en plus aller s'occuper de protéger les écosystèmes marins, qui sont donc récifs coralliens, mangroves et herbiers. Donc, la moitié de l'oxygène, et surtout, l'océan absorbe le CO2. Un tiers du CO2 qui est émis sur la planète, c'est aussi absorbé, un tiers du CO2 est absorbé par l'océan. Et dernier levier sur le climat, c'est la chaleur. Vous savez que nos activités industrielles produisent énormément de chaleur. Eh bien, depuis le début de la révolution industrielle, 90% de cette chaleur que nous avons produite a été absorbée par l'océan. Donc c'est une des raisons de l'augmentation de la température de l'océan. Donc vous voyez, l'océan, c'est le régulateur du climat. Et quand on se désole de la multiplication de phénomènes extrêmes climatiques, c'est parce que l'océan est en mauvaise santé, parce qu'il n'a plus sa capacité, la température augmente, et il n'a plus sa capacité à réguler les variations de chaleur sur la planète. À tel point que... alors ça, c'est le premier point, donc le climat. Le deuxième enjeu, c'est la biodiversité. L'océan, c'est 71% de la surface de la planète. D'accord, 97% de l'eau de la planète. Et c'est là où, puisque c'est un espace en 3D, hein, les photos l'ont bien montré tout à l'heure, un espace en 3D dans lequel se déploie une biodiversité incroyable. Or, cette biodiversité est extrêmement menacée. Il y a 400 zones qu'on appelle hypoxiques sur la planète, c'est-à-dire des zones dans lesquelles il n'y a plus d'oxygène. Et quand il n'y a plus d'oxygène, il n'y a plus de vie. 400 zones mortes sur la planète. Donc la survie de la biodiversité en mer est absolument fondamentale. Et comme évidemment c'est sous l'eau, on voit bien que c'est compliqué d'y accéder, on s'y intéresse moins. Donc deuxième levier, premier levier le climat, deuxième levier la biodiversité qui est indispensable, et 17% des gens sur la planète qui vivent en se nourrissant de protéines issues de l'océan. Donc c'est indispensable pour la survie de l'humanité. Et puis le troisième levier, qui est un levier indirect, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Vous savez que
on vit aujourd'hui avec un mode de production et de consommation qui n'est absolument pas durable, et que le défi que nous avons pour nos générations et les générations à venir, c'est de transformer en profondeur nos modes de production. Pourquoi ça a un lien avec l'océan? Parce que la pollution, toutes les pollutions finissent en mer. Et 80% de ce qu'on trouve en mer, des pollutions en mer, viennent de la terre. Donc c'est à terre qu'il faut commencer par changer. Et là, chacun a un rôle. Chacun a un rôle dans ses modes de consommation, chacun a un rôle dans ses modes de transport, dans ses modes d'habitat, dans ses modes de voyage. Donc chacun peut agir dans ses modes de consommation, évidemment, hein, la durabilité des produits, s'assurer du recyclage de l'ensemble des produits, la quantité de CO2 qu'on consomme. Vous avez vu tout à l'heure les pneumatiques. Voilà, les pneumatiques, c'est une des causes c'est un des plastiques qu'on le retrouve le plus en mer. Donc, aller choisir des pneumatiques durables, aller choisir des textiles durables. La cigarette, on dit que c'est mauvais pour la santé, mais c'est aussi mauvais pour l'océan, parce que la cigarette, c'est du plastique. À part la nicotine, c'est du plastique qu'on retrouve dans les océans. Donc, dans nos modes de consommation, on peut agir dans notre vie tous les jours. On peut aussi ensuite agir plus concrètement, effectivement, comme vous l'avez dit, en soutenant des programmes, en allant participer à des collectes. Et puis, on peut agir en étant des témoins, des ambassadeurs de l'océan. Et ça, c'est très important. Maintenant, vous aurez été un petit peu formés et sensibilisés à la place de l'océan. Allez en parler, allez dans les écoles. Sur le site de la Fondation, vous trouverez des outils pédagogiques, et il y en a plein sur les sites de l'Éducation nationale aussi. Allez dans les écoles, allez témoigner, parce que l'océan a besoin de chacun de nous. Merci. Des questions, les jeunes ont la parole, là, c'est parti. Il y a donc des étudiants qui ont des questions à vous poser. Ah ben vous êtes toute seule. Vous pouvez vous présenter peut-être rapidement? Allez-y, ils sont à vous. Bonjour, je m'appelle Thaïs Désert, je suis étudiante en droit à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ma première question sera pour vous deux. Le dernier rapport du GIEC pointe l'aggravation de la situation de la biodiversité océanique, avec notamment la destruction progressive de la grande barrière de corail et l'acidification accrue de l'eau des océans. Et en même temps, le formidable potentiel qu'offre l'océan en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Vous avez parlé de solutions. Comment réussir à compter sur le grand bleu dans les années qui viennent? En fait, il faut considérer ce qu'on appelle les écosystèmes marins comme des éléments vitaux pour l'humanité. On commence un petit peu à mettre des chiffres. C'est-à-dire qu'on commence à dire, finalement, comme pour les forêts, quand on plante un arbre, on capte tant de CO2. On commence à le faire sur les écosystèmes marins, mais c'est encore très balbutiant. Or, on voit qu'ils sont absolument indispensables à la survie de l'humanité. S'il n'y a pas ces écosystèmes marins, il n'y a pas de vie dans l'océan. Il n'y a pas de vie donc de faune, pas de nourriture, mais pas non plus de microplancton, de phytoplancton, qui sont ces micro-organismes qui captent le CO2. Et ça, il faut donner une valeur à ces espaces, à ces écosystèmes marins-là. Et les calculs de PIB qu'on a aujourd'hui n'intègrent pas la valeur de ces écosystèmes. Donc nous, à la Fondation de la Mer, on se bat beaucoup pour donner une valeur à ces écosystèmes, faire en sorte qu'on mette de l'argent aussi sur ces sujets-là, parce qu'ils ne sont pas financés. On a mis 20 millions pour les écosystèmes de Méditerranée. Enfin, quand on voit que le plan de relance est 30 milliards d'euros et que c'est le principal patrimoine naturel que nous avons en France, on voit bien l'écart d'investissement qui est fait et l'urgence d'agir. Laurent Balesta, vous voulez rajouter quelque chose peut-être? Moi, c'est la question elle-même qui me... Mais c'est le cas pour les autres aussi, enfin celles qui suivent. Mais quand vous dites comment réussir à compter sur le grand bleu, comme on a déjà... C'est pas tant qu'on a compté dessus jusque-là, mais c'est qu'on s'en est déjà énormément servi, en quelque sorte, sans le savoir. Ce dont parlait Sabine, ce rôle de régulateur des climats, cette production d'oxygène terrestre, non seulement, elle le disait, 50% de l'oxygène atmosphérique vient des océans, mais l'origine même, c'est-à-dire qu'il faut aussi savoir que pendant 2 milliards d'années,
l'oxygène ne venait que des océans. C'est lui qui a fabriqué l'atmosphère, qui a permis la vie sur Terre. Donc, compter sur les océans, il y a bien longtemps que la biodiversité compte et a besoin de ces océans. Donc, il ne faudrait surtout pas croire à travers ces questions que l'océan est notre joker. Vous voyez, non, mais vous inquiétez pas, maintenant on va se tourner vers l'océan. Sabine rappelle tout ce qu'il faudrait. Mais voilà, c'est ce qu'il faudrait, mais c'est pas pour autant que les solutions existent, quoi. Oui, il faut préserver cette biodiversité. Il faut que ce phytoplancton puisse continuer, certes, à produire de l'oxygène, mais à manger beaucoup de CO2. Mais comment on fait ça? En gros, l'expertise est là, l'expertise est bien là, et honnêtement, elle n'est pas là depuis hier. Hein. Ça fait 40 ans, 50 ans qu'on nous parle que le réchauffement a été découvert. Hein. Ça date de Claude Lorius dans les années 50, le réchauffement. Et pour ma défense, même mon grand maître, le commandant Cousteau, doutait d'ailleurs de ce réchauffement. Bon, peu importe, plus pour l'anecdote, ça n'a pas empêché de faire des belles choses après. Mais voilà, l'expertise, elle est là, et même elle est là depuis tellement longtemps. Donc l'expertise, c'est une chose, et après, il y a la restauration écologique, c'est les nouvelles sciences, ça, la restauration écologique. Moi quand j'étais étudiant, on m'a appris qu'à expertiser, au final, c'est-à-dire à observer, à dire c'est bien, c'est pas bien, voilà, en gros. Hein. Mais on ne m'a pas appris à comment réparer. Alors ça, c'est peut-être pour demain. Mais à mon sens, c'est quand même encore bien utopique. Sabine l'a bien souligné de manière très polie sur les ramasseurs de plastique en mer. Là, ceux qui, voilà, moi, j'appelle ça des arnaqueurs. Hein, et soyons clairs. Voilà, c'est de l'arnaque. Les gens qui vous disent alors moi, je vais construire un bateau géant qui va d'ailleurs coûter 1 milliard et je vais aller ramasser les plastiques dans tout l'océan Pacifique, dans toute la Méditerranée, tout ça. Bon. Donc voilà, le meilleur plastique, c'est comme pour beaucoup de choses, c'est celui qu'on ne fabriquera pas, qu'on ne consommera pas. Mais c'est pas parce que c'est pas à la faveur de consommer autre chose qu'on va trouver la solution. C'est pas parce que tout à coup on mettra plus de fringues en polyester si on met plus que du coton et de la laine. Je vous raconte pas les champs de coton et de moutons qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est arrêter d'avoir un t-shirt tous les 2 jours, quoi. Il va falloir réussir à... Vous voyez, dans ces films de science-fiction un peu post-apocalyptiques, où on a des civilisations largement réduites, parce que la vérité, c'est que le seul problème, c'est la surpopulation. Hein. Le jour où il n'y a plus que... Regardez, je fais plein de digressions, peu importe. Regardez l'Islande, la Norvège. On les dit pays écologiques, oh là là, eux, ils gèrent la nature. Mais c'est faux. Ils gèrent la nature parce qu'ils sont peu nombreux. Ils sont tellement peu au kilomètre carré que c'est facile. Allez voir vraiment un Norvégien de près, un Islandais. Il n'est pas du tout écolo. Il a une voiture, il a un 4x4 monstrueux qui crame du kérosène sans réfléchir une demi-seconde. Il a les fenêtres ouvertes avec la clim à fond. Enfin, mais ils ne sont pas nombreux. Alors évidemment, ça marche bien. Donc le vrai problème, il est là. Et comment changer ça? Comment faire en sorte que pourquoi je fais un aller-retour de Montpellier aujourd'hui? Un aller-retour pour venir vous parler à 20 personnes, ça a du sens? Voilà. Bah alors pourquoi? Bah je sais pas. Pour faire le malin, pour être sur une estrade. Voilà. Non mais alors c'est intéressant. J'ai du mal parfois à être optimiste, surtout en fin de semaine. Et en plus quand vous faites un aller-retour depuis Montpellier. Bon. Ce que je propose, c'est pour rester à peu près dans le format qu'on a prévu et que vous puissiez aussi poser des questions. Thaïs, on pourrait glisser directement sur les questions que vous avez prévues à poser à Sabine et à Laurent. Et ce que je vous propose de votre côté, c'est d'essayer de répondre un peu du tac au tac. Sans digression, ça va être dur. Au moins des digressions courtes. Non mais courtes, des digressions courtes, ça marche. Allez, on y va. Je vous laisse continuer. Ah oui, j'allais donner le mien. Merci beaucoup. Donc ma première question sera pour Madame Roux-Bézieux. Comment la sphère politique peut-elle venir en aide à l'océan, plus qu'elle ne le fait déjà? L'échelon politique est-il suffisant pour cela? Et surtout, l'Union européenne peut-elle être un acteur utile afin de protéger le Grand Bleu? Alors, l'écologie, ça ne devrait pas être un parti politique, ça devrait être le parti de tout le monde. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le défi qu'on a à affronter, c'est de réconcilier économie et écologie.
Vous savez, c'est la même racine, économie, écologie. C'est éco, c'est oikos en grec, ça veut dire la maison. Voilà. Donc il y a la maison de laquelle on vit et il y a la maison de laquelle on vit. Et c'est indispensable de réconcilier les deux. On est 7 milliards sur la planète. C'est impossible de se dire que les 7 milliards de personnes sur la planète vont vivre comme nous vivons ici en France et en Europe. C'est impossible. Donc il faut trouver la manière, alors qu'on a déjà dépassé les limites de la planète, de réinventer nos modèles. Et c'est là où le politique a son rôle, parce que le politique doit accélérer ce qui commence timidement dans beaucoup d'entreprises. Beaucoup de solutions existent, mais elles ne sont jamais déployées à l'échelle. Il y a des solutions qui existent pour capturer et séquestrer le carbone, mais elles ne sont pas utilisées parce qu'elles coûtent trop cher. Il y a des solutions qui existent pour restaurer certains récifs coralliens. Elles ne sont pas utilisées parce que ça coûte trop cher. Il y a des solutions qui existent pour replanter des mangroves et les protéger. Elles ne sont pas utilisées parce que ça coûte trop cher, etc., etc. Il y a les motorisations du transport maritime qui doivent absolument être transformées. Le transport maritime, je fais une digression, 90% du commerce mondial passe par voie de mer. 98% de la donnée internationale, ça ne passe pas par des satellites, ça passe par des câbles sous-marins. La mer, c'est absolument indispensable. On a aujourd'hui les technologies pour faire en sorte que toutes ces activités industrielles soient propres. Sauf qu'elles coûtent trop cher, et c'est là où le politique rentre en jeu. Le politique rentre en jeu pour rendre un certain nombre de normes obligatoires en France, en Europe, et puis pour ne pas positionner la France et l'Europe dans une situation compétitive inefficace, ou faire en sorte, ou prendre le risque des produits fabriqués dans des zones qui sont moins disantes en matière de normes arrivent en Europe avec donc des conditions sociales et environnementales plus basses, mettre des frontières environnementales et sociales à l'entrée de l'Europe. C'est ce qu'on est en train de faire péniblement sur le carbone, avec ce qu'on appelle savamment le mécanisme d'ajustement aux frontières, de la taxe carbone aux frontières, mais il va falloir le faire sur tout le reste. Et c'est là où, au niveau français et au niveau européen, il y a une responsabilité majeure. Donc la prochaine fois que vous aurez à voter pour des députés européens, intéressez-vous à la manière dont ils pensent la compétitivité environnementale de l'Europe. Et ça, c'est fondamental. On n'est pas très bon en France, on n'est pas très bon en Europe, mais quand on regarde ce qui se passe ailleurs sur la planète, là, pour le coup, on est très bon. Donc l'enjeu politique, c'est de faire en sorte qu'en France, on aille plus vite, qu'en Europe, on aille plus vite, et que ces normes qui existent en France et en Europe soient ensuite déployées au niveau mondial. On a su le faire sur un certain nombre de choses, donc on est capable de le faire, et c'est vraiment important. Le deuxième sujet important aussi, c'est en réconciliant l'économie et l'écologie, c'est de le faire aussi dans la manière dont nos députés, donc ceux qui font la loi, et les gouvernements, pensent l'océan. Nous, on milite pour que l'océan soit dans toutes les décisions qui nous engagent. Parce que je pense que vous avez compris maintenant, l'océan, c'est la victime et la solution pour le climat, la biodiversité et l'économie circulaire. Donc évidemment, c'est toutes les décisions qui nous engagent. Et donc, faire fusionner des lois sur la protection du milieu marin, comme il y a une directive sur le milieu marin, des lois sur l'économie circulaire, comme l'avait fait Brune Poirson il y a quelques années, des lois sur le renforcement des aires marines protégées, le Green Deal, donc de la transition européenne, le Fit for 55, qui est l'ambition européenne sur le carbone. Donc que tout ça soit rassemblé avec une vision commune d'un monde réconcilié avec la nature, pour moi ça c'est la solution. Et c'est ce pourquoi milite la Fondation de la mer, c'est de dire on a besoin de tout le monde, on a besoin de l'économie, on a besoin du politique, on a besoin des citoyens que vous êtes, on a besoin des chercheurs, on a besoin des navigateurs, des explorateurs, on a besoin de se mettre ensemble parce que le sujet est tellement compliqué qu'il va falloir mettre toutes les énergies et les intelligences ensemble. C'était presque court, mais c'est une petite. Surtout que j'avais envie de le compléter quand tu dis qu'il y a plein de solutions qui coûtent trop cher. Alors c'est vrai, mais ça coûte trop cher à court terme. À court terme, parce que on sait très bien que réparer l'environnement, ça coûte 10 fois plus cher. Il y a plein d'exemples. Les herbiers de Posidonie dont tu parlais, quand on a réussi petit à petit, nous et d'autres, à faire imposer cet arrêté interdisant
le mouillage des grands yachts dans les herbiers, on nous a tout de suite dit, mais vous vous rendez compte le manque à gagner? Vous savez ce que ça nous rapporte, tous ces yachts à la mer, pour la commune, pour les gens qui vivent? Ok. Non, mais je le considère. Mais vous savez combien ça vous coûte de réparer le littoral, de devoir l'endiguer, de devoir faire des murs de barrage, parce que l'herbier, tu en parlais, c'est un rôle pour la biodiversité, c'est un rôle essentiel contre l'érosion de la plage. Eh ben, le bilan économique, c'est que ça coûte plus cher. Même quand on fait le bilan, les entrées d'argent grâce au yachting, grâce au tourisme là, c'est ridicule. C'est 10% de ce que va coûter leur impact quand il faut réparer la plage et les maisons qui tombent dans l'eau, en caricature. Voilà. C'est ce qu'a fait le Grand Port de Guadeloupe. Hein. Ils ont réimplanté voilà. des herbiers et des récifs coralliens pour protéger le Grand Port de Guadeloupe contre la houle. Il y a un autre exemple plus vieux à New York. À une époque, c'est vieux, hein, je crois que c'est les années 80, et tout à coup, il n'y avait plus d'eau potable, en fait. Et les solutions techniques de traitement de l'eau, mais ça coûtait des milliards. Et on ne savait pas comment gérer. Jusqu'à ce qu'il y ait un petit malin naturaliste qui a dit, mais c'est pas compliqué, hein, il faut juste restaurer tout le bassin versant de l'eau qui arrive. C'est ça qui va épurer l'eau. Tout a été reboisé là, et au final, ça coûtait beaucoup moins cher d'entretenir ce site naturel pour que l'eau normale arrive et demande peu de traitement que de rendre potable de l'eau qui ne l'était plus. Voilà. Donc bien sûr que ça a un coût, toutes ces solutions, mais ça ne coûte cher qu'à court terme. À long terme, c'est ça la solution, même économique, en fait. Ma prochaine question sera pour vous, Monsieur Balesta. Il y a un problème, et vous en faites le constat, il me semble, dans votre travail de manière générale, de sensibilisation. On a du mal à faire le lien entre vie humaine et océan. Mais on sait que les citoyens peuvent peser sur l'économie, sur le politique. Donc, en faisant le constat d'un manque, d'avoir du mal à tracer un lien concret entre océan et vie humaine, la photographie, ou plus généralement l'art, pourrait être un moteur de sensibilité au Grand Bleu, et comment y parvenir? Moi, je crois que je l'ai dit un peu tout à l'heure. Moi, je suis un peu sceptique là-dessus. Enfin, j'ai mis beaucoup de réserves parce que forcément, je suis jugé parti. Hein. Achetez mes photos et vous sauverez le monde. Ça, c'est un peu, si je voulais être provocateur. Donc, bien sûr qu'il faut sensibiliser, il faut tout ça, mais il faut avoir conscience des limites de l'exercice. Hein. Le commandant Cousteau, dans les années 70, c'était une idée moderne. Il faut montrer la nature sauvage pour la faire aimer, comme ça elle sera aimée et donc elle sera respectée. Enfin, voilà. Il y en a encore aujourd'hui qui ont ce même discours pour justifier tous les films, toutes les productions d'images qui peuvent être faites. Moi, je suis toujours un peu mal à l'aise parce que je sais bien que ce n'est pas mon premier moteur, ce serait démagogue de dire ça. Donc oui, ça a un rôle, mais je le trouve quand même limité. Voilà. Mais c'est parce que je suis jugé parti que je me vois mal dire que, bien sûr, il faut détourner tout le financement du ministère de la Culture vers la photo de nature. Bon, voilà. En même temps, Laurent, je trouve que les émotions ont leur part aussi dans la prise en compte d'un certain nombre de sujets, et tu le fais très bien. Nous, à la Fondation, on travaille avec l'éducation nationale sur ce sujet-là, et on a développé toute une série d'outils pour les enseignants d'art plastique et les enseignants d'éducation musicale, pour justement utiliser les émotions des enfants et leurs compétences créatives pour parler d'océan. Donc on a un concours qui s'appelle Art en plastique pour l'océan. Vous pourrez aller regarder, c'est absolument incroyable ce que des gamins de maternelle ou de primaire ont réussi à faire avec des déchets plastiques, parce que l'objectif c'est de faire tout un programme avec les enseignants hein, d'art plastique, de SVT, enfin de sciences de la vie et de la terre, d'histoire, de géographie, les faire tous travailler ensemble. Et les enfants créent des œuvres d'art. L'année dernière, il y a un collège dans le sud de la France dont le lave-vaisselle de la cantine était tombé en panne. Donc le directeur de la cantine avait acheté des couverts en plastique et les élèves ont refusé d'utiliser les couverts en plastique. Et avec leur prof d'art plastique, ils ont construit quelque chose qu'ils appellent le méga plasticus, qui est un tyrannosaure géant, ou je ne sais pas comment il s'appelait, le poisson avec des grandes dents qui allait sous l'eau, mais qui est plus long que cette table, 1,50 m de hauteur,
uniquement avec des couverts en plastique. Et Jean-Michel Blanquer, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, qui est le président de ce jury, l'avait trouvé tellement bien qu'il l'a fait venir dans son bureau rue de Grenelle. Donc je ne sais pas si ça y est toujours, parce que je ne suis pas retournée rue de Grenelle depuis qu'on a changé de ministre de l'Éducation nationale, mais il y avait cet énorme méga plasticus dans l'entrée de Jean-Michel Blanquer, signe que l'art peut aussi être un outil pour dénoncer et sensibiliser. Et là, on vient de lancer avec Radio France la semaine dernière un opéra pour enfants, un conte musical absolument sublime qui s'appelle Nyamba. Donc si vous avez des enfants en fin de primaire ou des petits-enfants, parlez-en avec leurs enseignants parce qu'à partir de septembre, ils pourront utiliser cet outil. Et le chant est sublime, enfin vraiment sublime, fait par des professionnels, compositrices et librettistes professionnels. Et ça parle de mer, il y a des fiches pédagogiques qui vont avec, etc. Donc oui, l'art est vraiment un levier. Non, mais tu as raison, je noircis le tableau. Ah, alors l'opéra s'appelle Nyamba, N-Y-A-M-B, ça veut dire AMBA, ça veut dire tortue en mahorais, donc Mayotte. Et l'histoire, c'est un petit garçon, un petit breton qui s'appelle Maël, qui découvre sur sa plage une tortue. Et il aide la tortue à rentrer chez elle. Et chemin faisant, il fait le tour des mers de France. Donc c'est une manière aussi de faire de la géographie pour découvrir que la France est un archipel et non pas un hexagone. Et il lui arrive toutes sortes d'aventures tout au long du chemin. Et si vous voulez le trouver, c'est le site Musique Prime de l'Éducation nationale. Je pense que tout sera en ligne à partir de septembre prochain sur le site de l'Éducation nationale. Madame Roux de Bézieux, vous avez parlé, vous êtes très impliquée en termes d'économie. Les entreprises peuvent-elles être pionnières de la protection de l'océan? Comment y parvenir? Et n'y a-t-il pas des limites à cette implication des acteurs économiques qui sont fondées sur la rentabilité et la recherche de profit? Alors, les entreprises, comme l'océan, sont à la fois les solutions et le problème. Pourquoi l'océan est en mauvaise santé? Parce que nous avons surutilisé les limites de la planète, nous avons pollué la planète, l'air, le sol et l'eau. Et donc, évidemment, les entreprises sont responsables. Mais les entreprises sont responsables parce que nous, consommateurs, sommes les coupables ou les complices de ce système par nos modes de consommation, nos modes d'alimentation, nos modes de déplacement, etc. Donc, une fois qu'on a dit que les entreprises sont les responsables, elles ont aussi les solutions. Et donc notre mission, à nous, Fondation de la Mer, à chacun d'entre nous, c'est d'encourager les entreprises à aller plus vite, sans faire du greenwashing, ou en l'occurrence en ce qui nous concerne du bluewashing, c'est-à-dire sans se contenter d'afficher qu'elles n'utilisent plus des gobelets ou des bouteilles en plastique, mais uniquement du papier et du verre, mais en transformant en profondeur leur mode de fonctionnement. Alors nous, à la Fondation de la Mer, on a créé toute une série de dispositifs pour justement aiguillonner les entreprises et les faire avancer plus vite. Parce qu'elles ont toutes des programmes, hein, mais on est en 2050. Donc vous regardez, alors en 2050, je serai neutre en carbone, je n'aurai plus d'impact sur la biodiversité, etc. Mais on ne parle pas de 2050, là on est en 2022. Donc pourquoi est-ce qu'elles ne se mettent pas, si vraiment c'est très loin, allez, 2030, 2035 ? On parle déjà de plus de 10 ans. Voilà. Donc, nous, notre mission, c'est de faire accélérer les entreprises. Donc, on a des outils. On a créé avec le BCG, qui est un des sponsors ici de cet événement, un référentiel qui est fondé sur Vous connaissez les objectifs du développement durable? Voilà. Donc, le numéro 14, c'est l'océan. C'est celui auquel les entreprises s'intéressent le moins. Il y a 17 ODD. Celui qu'elles mentionnent le moins, c'est le 14 pour les océans. Hein. Donc, ça revient à notre discussion du début. Personne ne comprend l'importance de l'océan pour l'humanité. Donc, autour de cet objectif du développement durable 14, on a construit un outil pour que les entreprises puissent évaluer leur impact sur l'océan. Encore une fois, pas juste sur les gobelets et les bouteilles plastiques, mais de façon très profonde. Et ensuite, une fois qu'elles l'ont identifié et évalué, qu'elles puissent le communiquer. Et sur ce référentiel qui a été validé par l'Organisation des Nations Unies, par l'ONU, comme une meilleure pratique pour les entreprises, nous avons construit un label qui s'appelle en bon français Ocean Approved, approuvé par et pour l'océan, qui permet de valoriser les entreprises les plus performantes. Donc
Oui, les entreprises ont un rôle à jouer. Oui, nous, la société civile, on a aussi une mission importante pour leur faire accélérer et s'assurer qu'elles ne font pas du blue-washing, s'assurer aussi qu'elles n'aillent pas financer des projets complètement farfelus mais qui font rêver. Et merci Laurent de l'avoir souligné, parce qu'il y a des escrocs sur le sujet qui utilisent l'envie de chacun d'agir et puis notre capacité à rêver. Il faut faire attention, c'est le rôle de notre conseil scientifique pour que, évidemment, on aille plus vite. Je vais juste prendre un petit exemple quand même sur les enjeux de l'entreprise, c'est les grands fonds marins. Les grands fonds marins, c'est le dernier royaume de l'inconnu. Hein. On connaît moins bien le fond de l'océan qu'on connaît la surface de la Lune aujourd'hui. Et c'est en même temps le Far West. Pourquoi c'est le Far West? Parce que dans les grands fonds marins, recèlent des mines absolument incroyables, donc on n'a pas vraiment évalué, mais dont on sait qu'elles existent, avec des terres et les métaux rares. Vous avez peut-être entendu parler, ces 17 éléments qui sont indispensables pour la transition écologique, que ce soit le tungstène, le molybdène, le lithium, le cobalt. Et donc les grands fonds marins, que ce soit les plaines océaniques ou les cheminées hydrothermales ou les monts sous-marins, recèlent de ces métaux rares dont on a besoin. On a un certain nombre d'industriels aujourd'hui qui poussent fortement pour qu'on aille chercher ces terres et métaux rares dans les fonds marins. Pourquoi? Parce que ce sera loin. Et donc aujourd'hui, vous voyez bien les problèmes d'acceptabilité sociale de toutes les mines, de toutes les infrastructures, je pense aux éoliennes. Évidemment, en haute mer, ce sera compliqué pour les ONG, et il n'y aura pas de riverains, et ce sera compliqué pour les ONG d'y aller. Donc, beaucoup d'industriels poussent pour qu'on aille exploiter ces terres et ces métaux rares. Il y a aussi une pression d'autres pays. Il y a des pays très gourmands qui s'organisent pour aller chercher ces terres et métaux rares, mais les conséquences environnementales, tous les scientifiques le disent, seront irréparables. C'est-à-dire que ce n'est même pas la question de se dire on va faire un fonds de compensation et puis on ira réparer. Ce sera irréparable. On va aller causer des dommages irréversibles sur des écosystèmes marins qu'on n'a même pas découverts. Parce que vous voyez les photos de tout à l'heure de Laurent. On est loin des abysses en plus. Et on est loin des abysses. On est dans la zone mésophotique et on n'est pas du tout dans les zones dont je parle, dans lesquelles c'est encore 90 ou 95% des espèces qu'on n'a pas découvertes, pas répertoriées. Et donc là, on a des industriels qui disent non, mais moi je sais faire, j'irai le faire de façon propre, et puis je vais juste explorer. Non, mais on ne va pas juste explorer, c'est complètement faux. Donc nous, c'est pour ça qu'on a sorti une étude là-dessus, et qu'on se bat, et c'est le lien entre la question que vous posiez tout à l'heure sur le politique et l'économique que je fais sur les fonds marins. Nous, on se bat pour qu'un pays comme la France, quand elle parle d'aller explorer les fonds marins, qu'on se comprenne bien, qu'on n'aille pas les explorer pour faire de l'exploitation des terres et métaux rares, mais qu'on aille les explorer pour savoir comment on va se nourrir demain avec des algues ou avec des espèces marines dont on saura assurer la protection, comment on va aller aussi se soigner, parce que ces espèces dont vous avez entendu tout à l'heure, des éponges qui ont des centaines, voire peut-être 1000 ans, qui ont été capables de se développer de façon très lente, recèlent aussi les médicaments de demain. On parle de l'antibiorésistance, peut-être que dans les grands fonds marins se trouvent les médicaments de demain qui vont être les successeurs des antibiotiques. Donc l'exploration indispensable, mais l'exploration pour la santé de l'humanité et non pas pour le savoir et pour la santé de l'humanité et pas pour aller reproduire des modèles économiques du XXe siècle dont on sait qu'ils mènent à la catastrophe. Thaïs, peut-être une dernière question pour Laurent. Attention au double sens de l'exploration, oui. Il y a vraiment un double sens. Il y a cette exploration très noble là qui a fait des lieux comme ici, et puis une exploration dont le seul but est l'exploitation. Ça va peut-être rejoindre un peu la dernière partie de votre réponse, mais ça sera pour vous. Quel est l'intérêt scientifique de découvrir de nouvelles espèces marines afin de répondre aux enjeux climatiques mondiaux, présents et futurs? Voilà, Sabine vient d'y répondre. C'est que de la même manière que l'industriel est persuadé de ressources extraordinaires à exploiter au fond de la mer, le naturaliste a le droit d'être persuadé que dans ces écosystèmes profonds, il y a là des clés, alors peut-être simplement de connaissance, des clés de compréhension de l'évolution, parce que n'oublions pas que c'est seul l'océan a gardé, comme s'il y avait une forme de tolérance à l'évolution, toutes les formes de vie.
C'est-à-dire que quand on descend dans les profondeurs, on remonte dans le temps. Il y a vraiment cette sensation-là. Quand on est dans des écosystèmes un petit peu profonds, on a en face de nous un panel de tous les groupes zoologiques depuis le début de la vie sur Terre. Ce qui n'est plus le cas sur Terre. Sur Terre, c'est beaucoup plus sélectif. Les groupes ont disparu les uns après les autres. Ben, sous l'eau, on a gardé comme un échantillon, comme un musée vivant. Vous voyez, c'est pas dans du formal, c'est pour de vrai. Et il y a tout ça. Alors déjà, il y a toutes ces réponses aux grandes questions de l'évolution. Et puis après, voilà, il y a le côté très pratique de tout ce qu'il y a au fond de la mer et qui sont peut-être les médicaments de demain, les sources de protéines de demain, parce qu'elles seraient faciles à produire, etc. C'est difficile de se justifier de manière comptable, de manière concrète là-dessus. Il y a aussi au-delà de l'envie de connaissance, il y a quand même un droit du vivant à vivre, quoi. C'est de l'éthique de base, de dire, ben, quand même, ils font partie d'une même planète, ils ont eux aussi une certaine légitimité, non? Avant que... Bon, voilà, non, il y a toute chose nécessaire a commencé le plus souvent par de la recherche au hasard, par de la recherche fondamentale, par une curiosité naturaliste, scientifique, avant qu'on se rende compte que c'est d'une utilité, soit d'une utilité, soit que c'est essentiel. C'est même pas tant d'aller comprendre qu'il y a quelque chose qui va nous être utile. C'est des fois d'aller simplement comprendre qu'il y a quelque chose qui est essentiel. Si on commence à perturber avec des mines à grande profondeur, qui nous dit que ça ne va pas perturber les grands courants océaniques profonds qui sont pluriséculaires et qui régulent ces fameux climats, tout ce fait que le climat soit relativement tempéré, et on en voit les limites, hein. On n'a plus que des extrêmes climatiques, des canicules, des orages monstrueux. On voit bien qu'il y a quand même ces extrêmes qui se dérégulent. L'océan a cet effet tampon. Est-ce qu'aller exploiter les grands fonds ne va pas aller dans ce sens de perturber là où précisément on a les écosystèmes et les conditions physiques les plus stables, plus que de la planète, peut-être même du système solaire. Il n'y a rien de plus stable que le fond des océans, quoi. Et cette stabilité, elle a son effet sur la relative stabilité des continents sur lesquels on vit. Merci beaucoup pour ces questions et pour ces réponses. Est-ce qu'il y a justement maintenant d'autres questions? Bonjour, merci pour vos interventions très intéressantes. Je voudrais d'abord rassurer M. Balesta, même si nous ne sommes que 20, nous en parlerons autour de nous, à puissance 20 ou 30. Le CO2, vous allez penser de Montpellier, ne sera pas inutile. Alors j'ai une question pour chacun. Monsieur Balesta, il y a très longtemps, je suis allée au musée quand même de l'histoire naturelle et j'ai vu un squelette de sélacanthe. Et c'était marqué dessus, ça a complètement disparu. Est-ce que depuis, ils ont rectifié que vous aviez trouvé? Qu'est-ce qu'il y avait marqué dessus? Sur le squelette de sélacanthe, en dessous, c'était marqué, c'est une espèce complètement disparue. Oh, est-ce qu'ils ont rectifié incroyable. maintenant? Au Muséum à Paris? Oui, absolument. Ben, c'est dingue. Ah ben, je ne sais pas. Il y avait vraiment ça, mais il faut le retrouver, ce petit écriteau, c'est génial. Moi, j'avais vu une autre confusion dans un autre musée à Monaco, en fait, au musée océanographique. Il y avait une erreur d'un siècle il y avait écrit description professeur Miller, 1838. Et je suis sûr que c'est pas vraiment juste une erreur de chiffre. C'est que je me suis fait mon petit scénario que le gars qui a écrit le panneau a dit 1938, mais n'importe quoi, ça peut pas être découvert. C'est du temps de Linné, tout ça, machin, hop, voilà, et qu'il aurait changé voilà. Donc il y a régulièrement des erreurs d'appréciation comme ça, mais celui-là, il est bien plus génial. Il faudrait le retrouver. Je ne sais pas. Ah bon? Espèce disparue. Oui, c'est fou, ça. Et je voudrais vous poser une question. D'autant qu'il y en a deux désormais. Hein. Il y a deux espèces aujourd'hui. Il y en a une en Indonésie. Et des collègues à moi, heureusement qu'on n'est que 20. Hein. Et alors ça, il ne faut pas le répéter. Il est très probable que dans l'année, les 2 ans, enfin les années qui viennent là, une publication sorte avec une 3e espèce de sélacanthe qui serait un peu plus en Papouasie, en Nord Papouasie. Voilà. Bon, après, honnêtement... c'est plus des petites fiertés de généticiens parce que visuellement, que ce soit celui du canal du Mozambique, celui d'Indonésie et après, a fortiori celui de Papouasie, c'est les mêmes. Mais
génétiquement, ce serait 3 populations et donc 3 espèces différentes désormais. Et Madame Roux de Bézieux, je voudrais savoir, j'ai vu un reportage il n'y a pas très longtemps sur justement des bateaux qui ramassaient des déchets plastiques et qui les recyclaient en mer. Donc apparemment, ce sont des arnaqueurs, mais si on en met 18, ça ne peut pas sur la mer, ça ne peut pas retirer un déchet par jour, une fois des déchets par jour ou... Alors non, et non. Ce sont des arnaqueurs. Alors, je dis pas ça, je dis juste que c'est pas une solution. C'est pas une tu veux que je le dise à ta place? Vas-y. Donc non, alors, pour plein de raisons. D'abord, en termes de masse, vous voyez bien que si on a un camion poubelle qui se déverse, enfin un camion ou un semi-remorque qui se déverse dans l'océan toutes les minutes, on ne va pas aller les ramasser. Donc c'est pour ça qu'on a inventé les poubelles, nous, à terre. C'est parce qu'au lieu de jeter tout par terre et d'aller ramasser, on se dit c'est plus malin d'aller mettre dans des poubelles. C'est la même chose avec le plastique. Donc première chose. Deuxièmement, quand vous avez du plastique qui arrive en mer, vous avez une bouteille plastique, très vite, il va se décomposer. Il va se décomposer d'une bouteille plastique en microparticules, puis en nanoparticules. Et là, vous avez des particules qui sont plus fines que votre ongle de petit doigt. Et donc, on ne peut pas les ramasser. Non, c'est vrai. On ne peut pas les ramasser. Donc, ce qui est vrai, qui est possible, et il y a des petits robots qui existent, par exemple dans les ports ou dans des zones dans lesquelles il y a des courants qui ramènent effectivement des déchets plastiques. Donc ça, c'est possible. Il y a des petits robots qui fonctionnent très bien, mais des grands bateaux, c'est de l'argent mis par la fenêtre. Donc, il ne faut pas mettre vos sous là-dedans. Ah oui. Est-ce que vous pourriez me préciser les dégâts que peuvent faire les éoliennes en mer? Alors, on pourrait faire une conférence entière sur les éoliennes en mer, donc je vous propose qu'on laisse la place à quelqu'un d'autre pour les questions. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît, madame? Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez de l'ouverture des routes maritimes en Arctique? Alors ça, c'est très triste. Non, je suis fondamentalement défavorable de l'ouverture des routes maritimes en Arctique. On ne pourra pas les empêcher. Même si aujourd'hui il y a un certain nombre de transporteurs comme CMA, CGM par exemple, qui a dit qu'ils ne les utiliseraient pas, je pense qu'on aura du mal à les empêcher. Alors la France ne fait pas partie des nations arctiques, donc c'est ça qui est aussi compliqué. Vous avez dans les nations arctiques des nations qui ont très envie d'aller justement exploiter les fonds, le pétrole, voilà, le pétrole et le gaz, et puis utiliser ces routes arctiques, mais c'est catastrophique. Alors quels sont les leviers pour empêcher ça? Moi je crois beaucoup à la force de l'opinion publique. Aujourd'hui on voit une Greta a fait beaucoup pour faire avancer la cause climatique sur la planète. Donc je crois beaucoup à l'engagement des jeunes, à la force des ONG. C'est pour ça que nous, on va à Lisbonne à la conférence de l'océan la semaine prochaine. C'est justement pour participer auprès des chefs d'État à la voix de la société civile. Et peut-être qu'on va y arriver comme ça. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Alors j'en ai une deuxième. Madame? Allez-y. Pardon? Quel est votre soutien financier? Mes sources de... Oui. Dans le domaine public, il y a l'Agence de l'eau, l'Office français de la biodiversité, parfois quelques collectivités littorales, quand ça les concerne plus précisément. Ensuite, j'ai quelques fondations. La fondation du Prince Albert de Monaco, qui nous a soutenus déjà 4 ans consécutifs. La Fondation de la mer, à partir de cette année, sur les programmes de Posidonie. La Fondation Iris, la Fondation Le Marchand. Voilà. Et puis un sponsor vraiment privé, l'horloger suisse Blancpain, qui a cette façon de dire aujourd'hui, il n'y a plus besoin de montres pour faire de l'exploration, mais vous aurez quand même besoin de nous. Voilà. Voilà, c'est leur façon de faire. Ça, voilà. Ils restent très discrets. Ils ne m'ont jamais obligé ni à faire une pub, ni à me dire on préférerait que tu ailles là que là. Voilà, donc pour ça, je suis très reconnaissant. C'est ce qu'on voit sur vos combinaisons, là, c'est ça? Oui, voilà. Ouais. Merci. Peut-être une dernière question, comme ça on va respecter le temps qui était convenu, ça c'est formidable. Juste une question sur vous avez parlé des phytoplanctons comme étant une source potentielle, une source de CO2 ou de captation. Pardon. Est-ce que ça se cultive le phytoplancton? Est-ce qu'il y a des programmes pour gérer ce... Déjà, il faut bien comprendre que ce CO2 absorbé par les océans, pour une grande partie, c'est une absorption physique.
C'est un équilibre osmotique. Il y a deux espaces, atmosphère, océan. Il y a le CO2 qui est dans l'atmosphère est absorbé simplement physiquement, passivement par la masse aquatique. Ensuite, le phytoplancton entretient la pompe, puisque lui va le prendre, le fabriquer, le métamorphoser, donc continuer à maintenir cette pompe. Il faut bien comprendre ce lien qu'il y a là. Après, non, moi Alors, en fait, il y a plein de projets, on n'en a pas parlé, c'est le projet autour des algues. Alors, le phytoplancton, ce n'est pas une algue, hein, mais autour des algues, il y a énormément de projets aujourd'hui qui sont en train de s'imaginer pour savoir comment on peut cultiver des algues, parce que les algues, c'est des plantes, hein, elles captent aussi le CO2. Et donc, ça fait partie de toutes les possibilités qu'offre l'océan, hein, on pourrait y passer la journée entière, qui sont aujourd'hui pas du tout travaillées. Alors, les algues, c'est très connu en Asie, hein, c'est 95% de la production d'algues est en Asie, avec Japon, Corée et Chine qui sont consommateurs, mais qui connaissent aussi les algues. Nous, en Europe, on n'y connaît rien. On cultive à peine les algues et on les consomme pas du tout. Alors, elles servent aujourd'hui pour les texturants, donc tous les texturants, avec les alginates, tous les texturants alimentaires. Mais il y a une possibilité pour les algues de capturer le CO2, qui, comme les herbiers d'ailleurs, qui sont sur lesquels on a tout à inventer, tout à faire. Voilà. En termes de formation pour les jeunes, les étudiants, est-ce qu'il y a des propositions nouvelles à l'orientation quand on est en lycéen, en première terminale et qu'on doit s'orienter dans des études supérieures post-bac, de filières plus spécifiques? Je ne sais pas quelle est votre formation. Est-ce qu'il faut être ingénieur? Est-ce qu'il faut être, pour être, je dirais, un naturaliste activiste? En fait, il y a tellement de métiers liés à l'océan. Tous les métiers sont liés à l'océan. C'est-à-dire qu'on peut aller dans... Et c'est ce qu'on fait, nous, avec nos bourses doctorales. Il y a de la biologie marine, de l'océanographie, évidemment. Il y a de l'ethnographie, mais il y a aussi de la technologie. On n'a pas parlé des drones sous-marins, de tous les outils. Regardez, vous avez vu les équipements dont a besoin Laurent pour aller sous l'océan. Mais donc, en termes de technologie, il y a l'acoustique sous-marine. C'est un des gros enjeux aussi, avec l'augmentation du transport maritime, tous les loisirs du littoral avec des engins qui font énormément de bruit. C'est une catastrophe pour les mammifères marins. Donc voilà, l'acoustique s'usée. Je fais une diversion. Donc l'économie, le transport maritime, comment on accompagne le transport maritime à se changer. La marine nationale, je discutais avec un amiral l'autre jour, il y a 300 métiers différents, la marine nationale. Donc les oreilles d'or. Donc il y a des... alors comment on fait sur les classes de 4e, 3e, nous on a monté un programme qui s'appelle les classes enjeux maritimes, qui permettent à des enseignants, enfin à des proviseurs d'accompagner les élèves pendant une année en utilisant les programmes de l'éducation nationale pour les faire penser au métier du maritime. Ensuite, il y a l'IHEDN, l'Institut des hautes études de la défense nationale, qui est un programme jeune. Alors, je ne sais plus à quel âge ça commence, mais en tout cas pour montrer les métiers liés à la mer. Il y a à la Sorbonne l'Institut de l'océan qui rassemble tous les laboratoires qui sont liés au maritime et qui commencent à se poser la question. Donc, dans toutes les filières, il y a de la mer. Voilà. Dans toutes les filières, en sciences humaines, en histoire, dans toutes les questions, il y a de la mer. Pour compléter ça, je pense que la restauration écologique a vraiment beaucoup d'avenir, donc sans doute beaucoup dans l'ingénierie, puisque ça passera par de la technologie et des moyens, mais d'abord par le système universitaire. En tout cas, par exemple, à Montpellier, c'est l'université que je connais le mieux, il y a déjà dans le master de gestion du littoral et de l'environnement marin, parce qu'on n'est encore que là, dans la gestion, l'observation et la recommandation. Il y a déjà là, je crois, un DU, une option qui va vraiment aborder les techniques récentes de restauration écologique, comment on replante des mangroves, comment on répare un herbier, comment on répare... Enfin voilà, la restauration écologique. Je suis certain que dans quelques années, il y aura des masters dont l'intitulé sera restauration écologique, voilà, et a fortiori dans les écoles d'ingénieurs. C'est vraiment un métier d'avenir, ça, j'en suis certain.
On a l'expertise, c'est bon, il n'y a plus besoin, on le sait. Ouais. Merci beaucoup, merci à vous bien sûr et à vous deux.